Je m'appelle Mira Whitmore. J'ai 34 ans, je suis interne en cardiologie, et mère célibataire de jumeaux de 3 ans. Il y a 2 mois, j'étais aux urgences, en proie à une hémorragie interne après un accident de voiture. Mes mains tremblaient en composant le numéro de mes parents. J'avais besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour garder Lily et Lucas, juste quelques heures, pendant que les médecins essayaient de me sauver la vie. Au lieu de ça, j'ai reçu un texto dans notre conversation de groupe familial, qui disait « Tu as toujours été une nuisance et un fardeau. On a des billets pour Taylor Swift avec Vanessa ce soir. Débrouille-toi. » Alors, c'est ce que j'ai fait. Depuis mon lit d'hôpital, j'ai appelé un service de garde d'enfants, j'ai payé le triple du tarif, et j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je leur ai coupé les vivres, complètement. Les mensualités du prêt immobilier, l'assurance santé, les réparations de voitures, tout ce que je payais discrètement depuis 8 ans, tout a disparu. 2 semaines plus tard, on a frappé à ma porte. Avant de vous dire qui était là, et ce qui s'est passé ensuite, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment cette histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et quelle heure il est. J'adore échanger avec vous tous. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. En grandissant dans la famille Carvey, j'ai appris très tôt que l'amour venait avec un système de classement. Ma sœur aînée, Vanessa, était la star. Elle l'avait toujours été. Elle avait 3 ans de plus, une beauté naturelle, et cette qualité magnétique qui faisait s'illuminer mes parents chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Quand elle a annoncé qu'elle voulait devenir styliste, maman a pleuré de joie. Papa l'a appelée notre petite visionnaire. Quand j'ai dit que je voulais devenir médecin, papa a hoché la tête. C'est pratique. C'était tout. Pratique. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis plongé dans les manuels, j'ai excellé à chaque examen, et je me suis frayé un chemin jusqu'à l'une des meilleures facultés de médecine du pays. 4 ans de licence, 4 ans de médecine, 3 ans d'internat en cardiologie. Le jour de ma remise de diplôme de médecine aurait dû être l'un des plus beaux jours de ma vie. Mes parents sont arrivés avec 2 heures de retard. Désolé, ma chérie, a dit maman, sans vraiment me regarder dans les yeux. Vanessa avait une réunion d'urgence avec un investisseur potentiel. On a dû la déposer d'abord. Pas de fleurs, pas de dîner de célébration, juste une photo rapide sur le parking avant qu'il ne se précipite, parce que Vanessa avait besoin de soutien émotionnel après sa réunion. Comparez ça au premier défilé de mode de Vanessa, 3 ans plus tôt. Toute la famille s'est envolée pour New York, hôtel 5 étoiles, place au premier rang. Papa a posté 17 photos sur Facebook avec des légendes comme « Si fier de notre fille talentueuse ». J'ai eu une photo de parking et un « Félicitations ma chérie et tiède ». Je me suis dit que c'était logique. La mode est un milieu compétitif. Vanessa avait besoin de plus de soutien. La médecine est stable. Je pouvais me débrouiller seul. Mais ce que je ne savais pas alors, c'est que le favoritisme de mes parents n'était pas seulement émotionnel, il était financier, et c'est moi qui payais la note. Ça a commencé il y a 8 ans, juste après avoir fini mes études de médecine. Papa m'a appelé un soir, la voix tendue par l'embarras. Mira, on est un peu dans le pétrin. Le paiement de l'hypothèque et les fins de mois sont difficiles. Pourrais-tu nous aider? Juste cette fois. Juste cette fois. J'ai viré 2400 € ce soir-là, sans hésiter. C'étaient mes parents. Bien sûr que j'allais les aider. Mais juste cette fois est devenu chaque mois. L'hypothèque, puis leur prime d'assurance santé, 800 € par mois, quand l'entreprise de papa a cessé de les couvrir. Puis les urgences, les réparations de voitures, la fuite du toit, la nouvelle chaudière. Je n'ai jamais dit non. Pas une seule fois. Quand je suis tombée enceinte des jumeaux, et que leur père est parti pendant mon 5e mois de grossesse, j'ai appelé mes parents depuis l'hôpital, après un épisode de saignement effrayant. J'étais terrifié, seul, désespéré de trouver du soutien. Oh, ma chérie, on aimerait tellement pouvoir venir, a dit maman. Mais Vanessa est si stressée après son défilé à Milan. Elle a vraiment besoin de nous en ce moment. Ils ne sont pas venus. Pas pour la naissance. Pas pendant le premier mois où je dormais à peine, allaitant de nouveau-nés tout en révisant pour mes examens, mais les virements automatiques, eux, continuaient de partir. 2400 € pour l'hypothèque, 800 € pour l'assurance, et tout ce dont ils avaient besoin d'autre.
J'ai tenu un tableur. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi avait besoin de le voir, noir sur blanc. Les chiffres étaient stupéfiants. 8 ans, 320 000 euros, à peu de choses près. Je n'ai jamais demandé de gratitude. Je ne m'attendais pas à une parade. Mais je ne m'attendais pas non plus à être traité de fardeau, par les personnes que je portais à bout de bras depuis près d'une décennie. Le jour des comptes approchait. Je ne le savais juste pas encore. L'accident est arrivé un mardi soir. Je rentrais chez moi après une garde de 16 heures. Mes yeux étaient lourds, mais j'étais assez alerte. Le feu est passé au vert. Je me suis engagé dans l'intersection. Je n'ai jamais vu le camion. Il a grillé le feu rouge, à 80 km/h. L'impact a touché ma portière. Le verre a explosé. Le métal a hurlé. Le monde a tourné, puis est devenu noir. Je me suis réveillé dans une ambulance. Une douleur lancinante dans l'abdomen. Un visage familier planait au-dessus de moi. Mira. Mira. Tu m'entends? C'était Marcus Smith. Médecin urgentiste à mon hôpital. On avait travaillé ensemble pendant 2 ans. Marcus, ma voix est sortie, anormale, faible. Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu un accident. On t'emmène maintenant. Possible hémorragie interne. Tu vas devoir être opéré. Opéré? Le mot m'a frappé comme une deuxième collision. Mes enfants. J'ai attrapé son bras. Lily et Lucas. Ils sont avec la babysitter. Elle part à 20 heures. Marcus a regardé sa montre. Il est 19h15. 45 minutes. J'avais 45 minutes pour trouver quelqu'un pour garder mes enfants, pendant que les médecins m'ouvraient. J'ai cherché mon téléphone, les mains tremblantes. Du sang a maculé l'écran alors que je cherchais le numéro de mes parents. Ça a sonné 4 fois. Mira. La voix de papa était impatiente. On est sur le point de partir. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai besoin d'aide, les mots sont sortis, entre 2 halètements de douleur. J'ai eu un accident. On m'emmène à l'hôpital, pour une opération. S'il vous plaît, j'ai besoin que toi et maman gardiez les jumeaux, juste pour quelques heures. Silence au bout du fil. Puis, attends. J'ai entendu des voix étouffées. Le ton de ma mère, sec et agacé. Le rire de Vanessa en arrière-plan. La ligne est devenue silencieuse. Puis mon téléphone a vibré, une notification de texto. Conversation de groupe familial. Le message venait de ma mère. Mira, tu as toujours été une nuisance et un fardeau. On a des billets pour Taylor Swift avec Vanessa ce soir. On a prévu ça depuis des mois. Débrouille-toi. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Les mots ne changeaient pas. Un deuxième message est apparu, de papa. Tu es médecin. Tu as l'habitude des hôpitaux. N'en fais pas toute une histoire. Puis Vanessa. Pas de mots. Juste un emoji qui rit. C'était tout. C'était tout ce que je valais pour eux. Un emoji qui rit, alors que je gisais, saignant, dans une ambulance. Marcus me regardait. Je n'avais pas réalisé qu'il pouvait voir mon écran, jusqu'à ce qu'il parle. Mira, sa voix était prudente. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne pouvais pas répondre. Quelque chose s'était brisé en moi, et ce n'était pas seulement l'hémorragie interne. J'ai besoin d'un téléphone, ai-je murmuré. Un téléphone avec Internet. Le mien est en train de mourir. Il m'a tendu le sien, sans poser de questions. J'ai cherché sur Google des services de garde d'enfants d'urgence, j'en ai trouvé un disponible 24h24, j'ai appelé, j'ai expliqué la situation en phrases courtes et professionnelles. Oui, je paierai le triple du tarif. Oui, je fournirai les coordonnées de la babysitter pour les instructions de relais. Oui, j'autorisai le paiement immédiatement. C'était réglé en 4 minutes. Marcus me regardait toujours, quand je lui ai rendu son téléphone. Il n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de le faire. Peux-tu faire une capture d'écran de ces messages, ai-je demandé, avant que mon téléphone ne meure. Il a hoché lentement la tête. Oui, je peux faire ça. J'ai fermé les yeux alors que l'ambulance arrivait aux urgences. La douleur était écrasante, maintenant, mais elle ne venait plus de mon abdomen.
Depuis ce lit d'hôpital, avec une perfusion dans le bras et la peur au cœur, j'ai pris la décision la plus facile de ma vie. L'opération a duré 4 heures. Rate éclatée, hémorragie interne. Quelques minutes de plus, et je n'aurais peut-être pas survécu. J'ai passé 5 jours à l'hôpital, 5 jours de perfusion, de morphine, et d'infirmières vérifiant mes constantes toutes les quelques heures. Pas un appel de mes parents, pas un texto, pas une visite. Le service de garde d'enfants d'urgence était cher, mais valait chaque centime. Ils se sont coordonnés avec ma nounou habituelle, ont gardé Lily et Lucas en sécurité, bien nourris, et m'ont envoyé des photos tous les jours. Des étrangers ont mieux géré ma situation que ma propre famille. Le 3e jour, j'ai demandé mon ordinateur portable à l'infirmière. « Vous êtes sûr d'être en état ?» a-t-elle demandé. « Vous devriez vous reposer. Je dois m'occuper de quelque chose. » Mes mains étaient stables, en me connectant à mon application bancaire. 8 ans de virements automatiques me fixaient. Régulier comme une horloge. 2400 € le premier de chaque mois, 800 € le 15. Je les ai tous annulés. Puis j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone, j'ai bloqué le numéro de mon père, de ma mère, de Vanessa. Il n'y a pas eu de moment dramatique, pas de larmes, pas de doute. C'était comme poser un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il était là. Marcus est passé plus tard cet après-midi-là. Il était venu me voir tous les jours, apportant du café et une compagnie silencieuse. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. J'ai levé les yeux vers lui. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dit la vérité. Mieux. Pour la première fois en 8 ans, je me sens vraiment mieux. Il n'a pas insisté pour avoir des détails. Il a juste hoché la tête, comme s'il comprenait. Je savais que les retombées allaient arriver. Mes parents remarqueraient l'argent manquant. Ils se mettraient en colère, pleureraient, exigeraient des explications. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. 2 semaines après mon opération, j'étais enfin à la maison, me déplaçant lentement, encore endolorie, mais vivante. C'était un samedi matin. Je préparais des pancakes pour Lily et Lucas, leur friandise préférée du week-end. La cuisine sentait le beurre et le sirop d'érable. Lucas essayait d'empiler ses blocs de jouets. Lily aidait en les faisant tomber. Puis on a frappé. 3 coups secs à ma porte d'entrée. J'ai essuyé mes mains sur un torchon, mon cœur s'accélérant. Si c'était mes parents, je n'étais pas prête. Je ne savais pas si je le serais un jour. J'ai regardé par le Judas et mon souffle s'est coupé. Sur mon seuil se tenait un grand homme d'environ 70 ans, cheveux argentés, bien coiffé, des yeux bleus perçants dont je me souvenais de mon enfance. Une posture qui portait encore l'autorité de 40 ans passés sur un banc fédéral. Grand-père Thomas. Je ne l'avais pas vu depuis près de 3 ans. Mes parents avaient toujours des excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvions pas lui rendre visite. Trop occupé, trop loin, trop compliqué. J'ai ouvert la porte et il m'a serré si fort dans ses bras que ma cicatrice chirurgicale m'a fait mal. Mira, sa voix était rauque. Laisse-moi te regarder. Il s'est reculé, ses yeux parcourant mon visage, puis descendant jusqu'à l'endroit où ma main reposait, protectrice, sur mon abdomen. Je sais tout, a-t-il dit doucement. Éléanore m'a tout dit. Tante Éléanore, la sœur cadette de ma mère, la seule personne de la famille à avoir jamais ouvertement remis en question la façon dont mes parents me traitaient. Grand-père, je ne. Il a levé la main. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, mais j'ai besoin que tu viennes quelque part avec moi. Il a sorti de sa veste une enveloppe, couleur crème, élégante, formelle. Une invitation. Ma fête pour mes 70 ans, samedi prochain. Toute la famille sera là. Ses yeux ont croisé les miens. Et j'ai des choses à dire. Grand-père Thomas était assis à ma table de cuisine, regardant Lily et Lucas avec un doux sourire. Il l'avait immédiatement adopté, lui montrant leurs jouets, exigeant son attention. Il la leur a donné, de bon cœur. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau, à cet âge, a-t-il dit. Le même menton têtu. J'ai posé 2 tasses de café et je me suis assise en face de lui. Grand-père, comment as-tu su pour l'accident? Pour tout? Éléanore m'a appelé le soir où c'est arrivé. Il a entouré la tasse de ses mains. Elle l'avait appris par un de tes cousins. Quand elle m'a dit ce que tes parents avaient fait. Il s'est arrêté, la mâchoire crispée. J'observe ça depuis des années, Mira.
La façon dont Hélène et Richard te traitent, par rapport à Vanessa. Je suis vieux, mais je ne suis pas aveugle. J'ai fixé mon café. Je pensais que c'était peut-être moi qui imaginais, que j'exagérais. Non, sa voix portait le poids d'un homme qui avait passé des décennies à séparer la vérité du mensonge. J'ai été juge fédéral pendant 40 ans. Je sais lire les gens. Je sais à quoi ressemble le favoritisme, à quoi ressemble l'exploitation. Il s'est penché en avant. Dis-moi quelque chose. As-tu encore des traces de l'argent que tu leur as envoyé? J'ai hoché lentement la tête. Chaque virement. Depuis 8 ans. Bien. Il s'est adossé. Je veux que tu prépares un résumé. Chaque paiement, chaque date, chaque montant. Pourquoi? Parce qu'à ma fête d'anniversaire, devant toute la famille, j'ai l'intention que la vérité éclate. Ses yeux étaient calmes. Pas comme une attaque, pas comme une vengeance. Simplement comme des faits. Et les faits, comme je l'ai appris en 40 ans sur le banc, ont une façon de parler d'eux-mêmes. Mes mains tremblaient autour de ma tasse. Et s'ils me détestent? Ceux qui comptent ne le feront pas, il a tendu la main et a serré la mienne. Et ceux qui le feront ne t'ont jamais mérité. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon de préparatifs. J'ai imprimé chaque relevé bancaire, chaque confirmation de virement, 8 ans de dossiers financiers organisés chronologiquement, reliés dans un simple dossier en manille. Voir tout cela réuni était stupéfiant. Mois après mois, année après année, un fleuve d'argent coulant dans une seule direction. Tante Éléanore est passée 3 jours avant la fête. Elle avait 55 ans, la langue bien pendue, et avait toujours été le mouton noir de la famille pour avoir refusé de prétendre que tout allait bien. Elle a feuilleté le dossier, son expression s'assombrissant à chaque page. 360 000 €, a-t-elle dit sèchement. Mira, tu comprends ce que c'est? Je sais. C'est plus que ce que la plupart des gens gagnent en 7 ans de travail à plein temps, a-t-elle posé le dossier. Et ils t'ont traité de fardeau. J'ai appuyé mes paumes sur le comptoir de la cuisine. Je ne veux pas détruire la famille, tante Éléanore. Je veux juste qu'ils voient, qu'ils reconnaissent ce que j'ai fait. Tu ne détruis rien, elle s'est levée et a posé sa main sur mon épaule. Tu arrêtes juste le mensonge. Ils ont construit leur vie confortable sur ton silence. Tu n'es pas obligé de continuer à leur donner ça. J'ai hoché la tête, bien que mon estomac soit noué d'anxiété. Et si tout le monde prend leur parti? Certains le feront peut-être. La famille, c'est compliqué, a-t-elle haussé les épaules. Mais ton grand-père a beaucoup d'influence. Et plus important encore, tu as la vérité. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'un cousin à qui je parlais à peine. J'ai entendu dire que toi et tes parents vous étiez disputés. Vanessa raconte à tout le monde que tu agis bizarrement depuis ton accident. Je voulais juste te prévenir. J'ai fixé le message. Ils étaient déjà en train de construire leur version des faits, me peignant comme instable, préparant leur défense avant même que je n'arrive. Je n'avais pas voulu de conflit, mais il semblait qu'ils en apportaient un. La maison de grand-père Thomas était une propriété coloniale sur 3 acres de terrain entretenu, avec des colonnes blanches, un porche qui faisait le tour, le genre d'endroit qui murmurait vieille fortune et autorité tranquille. Je me suis garé dans l'allée circulaire, les mains crispées sur le volant. Lily et Lucas étaient dans leur siège auto, bavardant à propos de la grande maison et des ballons qu'ils pouvaient voir par les fenêtres. Plus de 40 voitures bordaient la propriété. Toute la famille était là. Je portais une simple robe bleu marine. Professionnelle, sobre. Je n'étais pas là pour faire une scène. J'étais là pour dire la vérité. Le dossier était dans mon sac. À l'intérieur, la fête battait déjà son plein. Des serveurs circulaient avec du champagne. Un quatuor à cordes jouait dans un coin. Le cristal et l'argenterie brillaient sous la lumière du lustre. Je les ai repérés immédiatement. Mes parents se tenaient près de la cheminée. Papa dans son plus beau costume, l'air distingué. Maman dans une robe couleur crème, riant de quelque chose que quelqu'un disait. Ils m'ont vu au même moment. Le rire de maman s'est éteint. Le visage de papa s'est figé. Pendant un long moment, aucun de nous n'a bougé. Puis Vanessa est apparue. Ma sœur a glissé, dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon prêt étudiant mensuel. Son sourire était parfait. Ses yeux, glacial. Oh, Mira, m'a-t-elle fait la bise. Tu es venue.
On a entendu parler de ton accident. Rien de trop grave, j'espère. J'ai soutenu son regard, fermement. Une rate éclatée et une hémorragie interne. J'ai failli mourir. Son sourire a vacillé. Maman a dit que c'était juste un accrochage. Maman n'était pas là. J'ai changé Lucas de hanche. Aucun de vous n'était là. Le sang-froid de Vanessa s'est fissuré, juste une seconde. Puis elle s'est reprise, me tapotant le bras avec une fausse sympathie. Eh bien, tu as l'air en forme maintenant. C'est ce qui compte. Elle s'est éloignée, mais j'ai senti le premier grondement de tonnerre. Ce n'était que le début. L'attaque a eu lieu 30 minutes après le début de la fête. Je prenais du punch pour les jumeaux quand j'ai entendu la voix de Vanessa, délibérément forte, portant à travers la pièce. Je suis si inquiète pour Mira, honnêtement. Elle parlait à un groupe de tantes et de cousines, près de la table des desserts. L'accident l'a vraiment affectée. Elle dit les choses les plus étranges. Elle a coupé tout contact avec papa et maman, sans raison. Je suis resté dos tourné, mais chaque mot m'a frappé comme un petit couteau. Maman a enchaîné, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. On a tout essayé. Les appels, les textos, elle ne répond pas. Je pense qu'elle fait une sorte de dépression. La pauvre, a murmuré quelqu'un. Elle a toujours été la plus sensible, a ajouté Vanessa. Vous vous souvenez comme elle était dramatique, à l'adolescence? Je pense que le stress d'être mère célibataire a été trop lourd. Je sentais des yeux sur moi, des regards apitoyés, des murmures inquiets. Je n'ai rien dit, j'ai juste tendu sa tasse de jus à Lucas et lissé les cheveux de Lily. Tante Éléanore est apparue à mes côtés, la voix basse et furieuse. Ils préparent le terrain depuis une semaine, appellent la famille, sèment le doute. Ils savent que quelque chose se prépare, et ils essaient de te discréditer d'abord. Je sais. Ça va? J'ai regardé de l'autre côté de la pièce, vers mon grand-père. Il observait la scène avec une expression indéchiffrable, un verre de whisky à la main. Il m'a fait un tout petit signe de tête. Je vais bien, ai-je dit à Éléanore. Laisse-les parler. La pièce s'est soudainement tue. Quelqu'un a fait teinter un verre. Grand-père Thomas s'est levé de son fauteuil. À 70 ans, il commandait toujours l'attention, comme le juge qu'il avait été pendant 4 décennies. Tous les yeux de la pièce se sont tournés vers lui. Avant de continuer les festivités, a-t-il dit, sa voix portant sans effort. J'ai quelques petites choses à dire. L'atmosphère a changé. C'était le moment. Ok, je dois faire une pause ici, une seconde. Avant que grand-père ne révèle ce qu'il sait, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un a essayé de réécrire la vérité sur vous? Où ils vous ont fait passer pour le fou, juste parce que vous vous êtes enfin défendu? Laissez un commentaire et partagez votre histoire, ou tapez simplement vérité si vous avez vécu ça. Et si vous appréciez, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Croyez-moi, ce qui suit en vaut la peine. Maintenant, retour à la fête. Avant que grand-père ne puisse continuer, mon père s'est avancé. Papa, attends, sa voix était contrôlée, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, il y a quelque chose que la famille devrait savoir. Grand-père a haussé un sourcil. Richard. Papa s'est tourné vers la pièce. L'image même du parent inquiet. Comme beaucoup d'entre vous l'ont peut-être entendu, ma fille Mira traverse une période difficile. Il a fait un geste vers moi, avec un sourire triste. Après son accident, elle est confuse, distante. Elle a complètement coupé le contact avec sa mère et moi. Maman s'est avancée à côté de lui, tenant toujours ce mouchoir. Nous n'avons toujours voulu que le meilleur pour elle, a-t-elle dit, la voix tremblante. Mais elle a répandu de terribles mensonges sur nous, disant que nous l'avions abandonnée, que nous ne l'aimions pas. La pièce était silencieuse. Je sentais 40 paires d'yeux me dévisager. Nous avons essayé d'être patients, a poursuivi papa. Mais ça a été déchirant. On a tout donné à cette fille. Tout, a ajouté Vanessa, de l'autre côté de la pièce. Elle a même prétendu que nous avions refusé de l'aider pendant son accident, ce qui est absolument faux. Il doit y avoir une sorte de malentendu. Quelqu'un près de moi a laissé échapper un murmure de sympathie. Les pauvres. Je suis resté figé. Lily avait enfoui son visage dans mon cou, sentant la tension.
Mira, une tante que je connaissais à peine s'est approchée. Ma chérie, est-ce que tout va bien? Tes parents sont si inquiets pour toi. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Puis la voix de grand-père Thomas a tranché la pièce comme un marteau. As-tu fini, Richard? La question était calme, douce même, mais chaque personne dans cette pièce a entendu l'acier qui la sous-tendait. L'expression confiante de papa a vacillé. Je pensais juste que la famille devait savoir. La famille doit savoir la vérité, a interrompu grand-père. Et j'ai bien l'intention de la leur donner. Grand-père Thomas a marché jusqu'au centre de la pièce. Sa démarche était mesurée, délibérée, celle d'un homme qui avait présidé des centaines d'affaires et n'avait jamais perdu le contrôle de sa salle d'audience. J'ai écouté vos préoccupations, Richard, a-t-il dit. Hélène, Vanessa, vous avez dressé un tableau très clair d'une jeune femme troublée, qui s'est retournée contre sa famille aimante. Il a fait une pause, laissant les mots en suspens. Maintenant, j'aimerais poser quelques questions. Papa s'est agité, mal à l'aise. Papa, je ne pense pas que ce soit l'endroit. C'est exactement l'endroit, la voix de grand-père n'a pas haussé le ton, mais elle s'est durcie. Nous sommes en famille, et les familles doivent connaître la vérité, les unes sur les autres. Il s'est tourné vers mon père. Richard, une question simple. Qui a payé l'hypothèque de ta maison ces 8 dernières années? La couleur a quitté le visage de papa. Quoi? Ton hypothèque. 2400 € par mois, pendant 8 ans. Qui l'a payé? Nous, les yeux de papa se sont tournés vers maman. Nous payons notre propre hypothèque. Vraiment, grand-père a sorti un dossier de la poche de sa veste. Mon dossier. Parce que j'ai ici un relevé complet des virements bancaires du compte de Mira à votre société de crédit immobilier, chaque mois, pendant 96 mois consécutifs. Un murmure a parcouru la pièce. C'est un malentendu, a bégayé maman. Mira a proposé. On n'a jamais demandé. Je ne suggère pas que vous lui ayez mis un pistolet sur la tempe, a dit calmement grand-père. J'établis simplement des faits. Il a ouvert le dossier. Laissez-moi partager quelques chiffres avec la famille. Je pense qu'ils les trouveront éclairants. De l'autre côté de la pièce, Vanessa était devenue blême. Les mains de papa étaient crispées. Maman avait l'air sur le point de s'évanouir. Et moi, je restais là, tenant mes enfants, le cœur battant, alors que la vérité commençait enfin à faire surface. 8 ans, a lu grand-père Thomas dans le dossier. Détaillons un peu. La pièce était complètement silencieuse. Même le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Paiement de l'hypothèque, 230 400 €. Il a levé les yeux. C'est la maison où vivent Richard et Hélène. La maison qu'ils prétendent payer eux-mêmes. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Prime d'assurance santé, 76 800 €. Quand l'entreprise de Richard a cessé de les couvrir, Mira a pris le relais. Il a tourné une page. Réparation de voiture, entretien de la maison, dépenses d'urgence, environ 45 000 €. Une autre page. Dons en espèces et soutien financier pour les projets de mode de Vanessa, 12 000 €. Il a refermé le dossier. Total, 364 200 €, à peu près. Le silence était assourdissant. Tante Éléanore s'est avancée. Pour information, tout le monde. C'est plus que ce que la plupart des gens gagnent en 7 ans de travail à plein temps. Mira a fait ça tout en terminant son internat de médecine, et en élevant des jumeaux en bas âge, seule. Elle a proposé, a craqué la voix de maman. On ne l'a jamais forcée. Personne n'a dit que vous l'aviez forcée, a répondu grand-père. Mais je suis curieux. En 8 ans de soutien, combien de fois avez-vous dit merci? Pas de réponse. Combien de fois êtes-vous allé la voir à l'hôpital après la naissance de ses jumeaux? Toujours rien. Combien de fois avez-vous été là pour elle? Ma mère s'est mise à pleurer. Pas les larmes délicates et sympathiques de tout à l'heure. De vrais, vilains sanglots. On pensait qu'elle allait bien, a dit papa, la voix creuse. Elle ne se plaignait jamais. Elle s'en sortait toujours. Elle s'en sortait, a répété grand-père. Parce qu'elle le devait. Parce que vous lui avez appris que ses besoins ne comptaient pas à un oncle, au fond, a secoué la tête. Mon Dieu, Richard. 360 000 €, et tu l'as traité de fardeau. Papa a tressailli,
comme s'il avait été frappé. Mais grand-père n'avait pas fini. Il y a une dernière chose que la famille devrait entendre, a dit grand-père. Il a sorti son téléphone, ajustant ses lunettes. Il y a 2 mois, Mira a eu un accident de voiture, un accident grave. Elle avait une hémorragie interne et a été transportée d'urgence en salle d'opération. Depuis l'ambulance, elle a appelé ses parents. Ses enfants étaient à la maison avec une babysitter qui était sur le point de partir. Elle avait besoin de quelqu'un pour les garder quelques heures. Il a fait une pause, regardant mes parents droit dans les yeux. Voici le texto qu'elle a reçu en réponse. D'Hélène. Je vais le lire mot pour mot. Il s'est éclairci la gorge. Mira, tu as toujours été une nuisance et un fardeau. On a des billets pour Taylor Swift avec Vanessa ce soir. Débrouille-toi. La pièce a explosé. Oh mon Dieu, a soufflé quelqu'un. Ce n'est pas. Vous sortez ça de son contexte, a dit Vanessa désespérément. Il n'y a pas de contexte, a lancé tante Éléanore. Qui rende acceptable l'abandon de sa fille pendant une urgence médicale. On ne savait pas que c'était grave, a crié papa. Avez-vous demandé, la voix de grand-père a tranché le chaos. L'avez-vous rappelé? Êtes-vous venu à l'hôpital? Silence. La réponse, pour ceux qui se posent la question, est non, non, et non. Une femme, que j'ai reconnue comme une cousine éloignée, s'est éloignée de mes parents, le visage tordu de dégoût. Plusieurs autres ont suivi. Ma mère sanglotait de manière incontrôlable, maintenant. Je ne le pensais pas comme ça. J'étais frustré. Tu ne pensais pas que ta fille pouvait mourir, a terminé grand-père. Parce que tu n'as jamais pensé à elle, du tout. Il s'est tourné vers la pièce. Je ne demande à personne de juger. Je présente simplement des faits. Ce que vous en ferez est votre propre choix. Il m'a enfin regardé, les yeux doux. Mira, y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire? Je n'avais pas prévu de parler. J'étais venu en m'attendant à ce que grand-père gère tout, à laisser les faits parler d'eux-mêmes pendant que je restais silencieuse, victorieuse. Mais en regardant autour de moi, ma mère en larmes, mon père sous le choc, la façade de ma sœur qui s'effritait, j'ai réalisé que j'avais quelque chose à dire, après tout. J'ai tendu Lucas à tante Éléanore et je me suis avancé. Je ne suis pas venu ici par vengeance, ma voix était plus stable que je ne l'aurais cru. Je suis venu parce que grand-père m'a invité. Et parce que, depuis 34 ans, je vis avec une version de ma famille qui n'était pas réelle. Une version où j'étais la forte, la fiable, celle qui n'avait besoin de rien. J'ai regardé mes parents. Je vous ai cru quand vous avez dit que Vanessa avait besoin de plus de soutien, parce que son industrie était plus dure. Quand vous avez dit que je pouvais me débrouiller seul, je vous ai cru, et j'ai essayé d'être ce que vous aviez besoin que je sois. Une larme a coulé sur ma joue, mais je ne l'ai pas essuyée. Mais cette nuit-là, dans l'ambulance, saignant et terrifié, j'ai enfin compris. Je n'étais pas forte, pour vous. J'étais pratique. Je n'étais pas fiable. J'étais exploitable. Et peu importe combien je donnais, ce ne serait jamais assez pour que vous me voyiez, comme vous la voyez, elle. Plusieurs membres de la famille s'étaient rapprochés de moi. Une tante a touché mon bras. Un cousin a hoché la tête, les larmes aux yeux. Mon père a commencé à parler. Mira, nous. Je n'ai pas fini, il s'est arrêté. Je ne vous déteste pas, ai-je dit doucement. Mais je ne peux pas continuer à prétendre que c'est normal. Je ne peux pas continuer à acheter un amour qui aurait dû être gratuit. Un oncle, de l'autre côté de la pièce, s'est tourné vers mon père. Comment as-tu pu, Richard? Pendant tout ce temps, tu as vécu au crochet de ta fille, tout en la traitant comme une moins que rien. La pièce était en train de basculer. Je le sentais. Et maintenant? La voix de papa était désespérée. Tu nous as humiliés devant toute la famille. Es-tu contente? J'ai secoué lentement la tête. Je ne suis pas contente, papa. Rien de tout ça ne me rend heureuse. J'ai pris une profonde inspiration. Mais je ne suis pas désolé non plus. Parce qu'il ne s'agit pas d'humiliation. Il s'agit d'honnêteté. Pour la première fois en 8 ans, notre famille connaît la vérité. Pas votre version, pas celle de Vanessa. La vérité. Vanessa a essayé une dernière fois. C'est ridicule. Vous nous faites passer pour des monstres. On est ta famille.
Les familles s'entraident. Tu as raison, je me suis tourné vers elle. Les familles s'entraident. Alors, où étais-tu quand j'étais enceinte et seule? Où étais-tu quand j'élevais des nouveau-nés tout en révisant pour mes examens? Où étais-tu quand je me vidais de mon sang dans une ambulance? Elle n'a pas eu de réponse. Je me suis retourné vers mes parents. À partir de maintenant, je n'enverrai plus d'argent. Non pas parce que je ne peux pas me le permettre, mais parce que le soutien financier devrait être un cadeau, pas une obligation, et qu'il devrait aller dans les deux sens, dans une famille qui se soucie vraiment les uns des autres. Ma mère a tendu la main vers moi. Mira, s'il te plaît. Je ne vous coupe pas les ponts pour toujours non plus, ai-je poursuivi. Mais j'ai besoin d'espace, de vrai espace, pas de quelques semaines de culpabilisation suivies d'un retour à la normale. J'ai besoin que vous réfléchissiez vraiment à ce que vous avez fait. Et si un jour, vous pouvez le reconnaître, vraiment le reconnaître, peut-être qu'on pourra reconstruire quelque chose. J'ai repris Lucas des bras de tante Éléanore. Mais je ne retiendrai pas mon souffle. Une grand-tante s'est approchée, prenant mes mains dans les siennes, ridée. Je suis tellement désolé, ma chérie. Je n'en avais aucune idée. Toutes ces années, j'ai pensé que c'était toi qui avais la vie facile. Je sais, ai-je dit doucement. Tout le monde le pensait. C'est comme ça que ça devait paraître. Très bien, je veux vous interpeller à nouveau. Ce moment, où j'ai enfin dit ces mots, où je me suis choisi pour la première fois, est-ce que ça a résonné en vous? Je sais que beaucoup d'entre nous ont appris que la famille signifie le sacrifice, quoi qu'il arrive. Mais voilà, les limites ne sont pas une trahison. Dire non n'est pas égoïste. Tapez une limite dans les commentaires si vous êtes d'accord. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la. Maintenant, voyons ce qui s'est passé ensuite. Mes parents ont quitté la fête tôt. Personne ne les a arrêtés. Personne ne leur a dit au revoir. Papa a aidé maman à monter en voiture, alors qu'elle sanglotait sur son épaule. Vanessa a suivi, la tête basse, refusant de croiser le regard de qui que ce soit. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux était lourd, mais pas inconfortable, plutôt comme le calme après le passage d'une tempête. Dans les jours qui ont suivi, les retombées ont été rapides. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, des messages de parents. Des cousins à qui j'avais à peine parlé depuis des années m'ont contacté pour s'excuser. Des tantes et des oncles qui avaient toujours cru à la version de mes parents, celle de la famille parfaite, réévaluaient tout. J'ai toujours pensé que c'était toi la difficile. M'a envoyé ma cousine Rachel par texto. Vanessa donnait l'impression que tu t'étais éloignée sans raison. Je suis tellement désolé de l'avoir cru. La conversation de groupe familial, celle où j'avais reçu ce message dévastateur, est devenue silencieuse. Puis elle a été entièrement supprimée. Plus significativement, mes parents se sont retrouvés discrètement exclus des réunions de famille. Quand mon cousin Michael a eu 40 ans, 3 semaines plus tard, ils n'ont pas été invités. Quand tante Éléanore a organisé le brunch de Pâques, leur nom n'était pas sur la liste. Personne n'a fait d'annonce formelle. Personne n'a pris parti. Ils ont simplement cessé d'être les bienvenus. Ma mère m'a appelé d'un nouveau numéro, 2 semaines après la fête. J'ai laissé le répondeur. Mira, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Tout ça a été démesuré. Ton père est dévasté. Je suis dévasté. On ne peut pas juste passer à autre chose? Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Le pardon n'était pas un bouton de réinitialisation. Je le savais maintenant. C'était une libération pour moi, pas pour eux. Et je n'étais pas encore prête à libérer quoi que ce soit. Mais les conséquences financières, elles, ne faisaient que commencer. 3 mois après la fête, j'ai reçu un appel de tante Éléanore. Ils vendent la maison. J'ai posé ma tasse de café. Quoi? Tes parents. Ils ont mis la maison en vente la semaine dernière. Apparemment, ils ne pouvaient plus suivre les paiements de l'hypothèque. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la satisfaction, de la justification, peut-être même de la culpabilité. Au lieu de ça, je me sentais juste fatigué. Où vont-ils aller? Ton oncle Frank les laisse rester dans sa maison d'amis, temporairement, Éléanore a fait une pause. Il a été très clair sur le fait que c'est conditionnel. Ils doivent trouver du travail. De vrais emplois, pas seulement attendre que quelqu'un d'autre les tire d'affaire. Du travail.
Mes parents n'avaient pas travaillé à plein temps depuis des années. Papa avait pris sa retraite anticipée à 55 ans. Maman n'avait jamais travaillé en dehors de la maison. Ils avaient vécu de mon argent, et ils n'avaient même pas réalisé à quel point ils étaient devenus dépendants. Et Vanessa? Elle ne peut pas les aider. Eleanor a ri. Ce n'était pas gentil. Vanessa se noie depuis son divorce. L'histoire de la fête s'est répandue. Quelqu'un dans la famille connaît quelqu'un dans la mode. Elle a perdu un gros contrat de design. Aux dernières nouvelles, elle est serveuse à temps partiel. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine, Lily et Lucas jouant dans le jardin. Je ne veux pas qu'ils souffrent, ai-je dit doucement. Je sais que non, ma chérie. C'est parce que tu es une bonne personne, la voix d'Eleanor s'est adoucie. Mais ils n'ont pas souffert pendant 8 ans parce que tu les soutenais. Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas appris. Arrêter n'était pas cruel. C'était nécessaire. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Ce soir-là, je me suis assise avec mon nouveau budget. Les 3200 € que j'envoyais à mes parents chaque mois allaient maintenant dans un fonds d'études pour les jumeaux. Ils n'auraient jamais à s'inquiéter des prêts étudiants. Ils ne porteraient jamais le fardeau de quelqu'un d'autre, comme je l'avais fait. Cela me semblait être une justice suffisante. L'appel est arrivé un mardi soir, 6 mois après la fête de grand-père. Je mettais les jumeaux au lit quand mon téléphone s'est allumé, un numéro inconnu. Normalement, j'aurais ignoré, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Mira, la voix de Vanessa était différente, plus faible. La confiance polie qu'il avait toujours définie avait disparu. Vanessa. S'il te plaît, ne raccroche pas, elle a pris une profonde inspiration, tremblante. Je sais que je ne mérite pas ton temps, mais je dois te dire quelque chose. Je me suis assise sur le bord de mon lit. J'écoute. Je suis désolé, les mots sont sortis, brisés. Je suis tellement désolé pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité, pour les choses que j'ai dites. Pour avoir ri de ce texto quand tu étais, sa voix s'est brisée. Quand tu étais en train de mourir, j'ai ri. Quel genre de personne fait ça? J'ai attendu. Je ne savais pas. Elle a continué. Je ne savais pas pour l'argent. Pas tout. Je savais que maman et papa avaient des difficultés, mais je pensais qu'ils s'en sortaient. Je n'avais pas réalisé que c'était toi. Depuis 8 ans. Mira, comment ai-je pu ne pas le savoir? As-tu déjà demandé? Silence. Non, a-t-elle murmuré. Non, parce que je ne voulais pas savoir. J'aimais être la préférée. J'aimais que tout soit facile pour moi. Elle a ri amèrement. Rien n'est facile, maintenant. J'ai entendu parler du contrat. Ouais, il s'avère que la réputation compte dans ce secteur. C'est drôle, comme les choses fonctionnent. Nous sommes restés en silence un moment. Je ne demande pas d'argent, a-t-elle finalement dit. Ni de pardon. Je voulais juste que tu saches que je vois, maintenant. Ce que j'étais, ce que maman et papa ont fait, je vois tout. J'ai pris une profonde inspiration. Alors commence par là. Tiens-toi sur tes propres pieds. Sois meilleur. Ouais, sa voix était épaisse de larmes. J'essaie. Bien. J'ai raccroché. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. 6 mois après cet appel, 1 an après l'accident qui a tout changé, je me tenais dans mon nouvel appartement, regardant le soleil se coucher par les fenêtres. Il n'était pas grand. 2 chambres, une salle de bain, une petite cuisine, mais il était à 5 minutes de l'hôpital, dans un bon quartier scolaire, et surtout, il était à moi. Pas de paiement d'hypothèque à des parents qui ne l'appréciaient pas. Pas de prime d'assurance pour des gens qui me traitaient de fardeau. Juste un loyer, des charges, et un fonds d'études qui grossissait régulièrement, chaque mois. Lily et Lucas étaient chez grand-père Thomas pour l'après-midi. Il était devenu un pilier de nos vies au cours de l'année écoulée. Chaque dimanche, il venait les chercher pour des aventures, le zoo, le parc, des glaces dont je faisais semblant d'ignorer l'existence. Ce sont de bons enfants, m'a-t-il dit une fois. Tu les élèves bien. Venant de lui, cela signifiait tout. Tante Eleanor était devenue plus qu'une membre de la famille. Elle était une amie. Nous dînions ensemble 2 fois par mois. Elle m'avait aidé à surmonter les conséquences émotionnelles de la fête, à fixer des limites, à apprendre à me donner la priorité.
Tu sais ce que j'admire chez toi, a-t-elle dit récemment. Tu n'es pas devenue amère. Beaucoup de gens l'auraient été. Tu en avais parfaitement le droit. À quoi bon, avais-je répondu. L'amertume, c'est juste boire du poison en s'attendant à ce que quelqu'un d'autre tombe malade. Quant à mes parents, nous n'avions pas parlé directement, mais je savais par les murmures de la famille qu'ils étaient toujours chez l'oncle Franck. Papa avait trouvé un travail à temps partiel dans une quincaillerie. Maman faisait la comptabilité pour une église locale. Il ne prospérait pas, mais il survivait. Certains jours, je me demandais s'ils pensaient à moi, si je leur manquais, s'ils regrettaient quoi que ce soit. Mais ce n'était pas mes questions à répondre. J'avais passé 34 ans à porter leur poids. Il était enfin temps de le déposer. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous laisser avec quelque chose. Pas un conseil. Je ne suis pas qualifié pour dire à quiconque comment vivre sa vie. Mais peut-être une réflexion, une leçon que j'ai apprise à la dure. Pendant 34 ans, j'ai cru que l'amour était quelque chose que l'on pouvait mériter. Que si je donnais assez, si je sacrifiais assez, si je ne demandais rien en retour, alors les personnes qui étaient censées m'aimer finiraient par voir ma valeur. J'avais tort. L'amour n'est pas une transaction. Ce n'est pas une récompense pour être utile. Et aucune somme d'argent, de temps ou d'énergie ne peut acheter quelque chose qui aurait dû être donné gratuitement, dès le départ. La famille que j'ai maintenant, grand-père Thomas, tante Éléanore, des amis comme Marcus qui se sont présentés quand mes propres parents ne l'ont pas fait, ils ne m'aimaient pas pour ce que je pouvais leur apporter. Ils m'aimaient pour qui j'étais. C'est la différence. Et il a fallu que je frôle la mort sur une table d'opération pour le comprendre. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite avec mes parents. Peut-être qu'un jour, ils changeront vraiment. Peut-être qu'ils me contacteront avec un remords sincère, prêt à reconstruire quelque chose de réel. Si cela arrive, je l'envisagerai. Mais je n'attendrai pas. Je ne façonnerai pas ma vie autour de l'espoir de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Ma vie est à moi, maintenant. Mon énergie, mes ressources, mon amour. Et si les personnes qui vous ont élevé appellent votre respect de vous-même une trahison, alors peut-être n'ont-elles jamais mérité votre loyauté, en premier lieu. À tous ceux qui portent un fardeau qui n'a jamais été le leur, il est permis de le déposer. Il est permis de se choisir. Vous n'êtes pas égoïste. Vous n'êtes pas ingrat. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes enfin libre. Merci beaucoup d'être resté avec moi à travers cette histoire. Si elle a résonné en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Cela compte énormément pour moi. Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû tracer une limite avec votre famille? Comment cela a-t-il changé votre vie? Laissez vos pensées dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires sur le fait de se défendre et de trouver sa voie, consultez la vidéo dans la description. Je pense que vous l'aimerez. D'ici là, prenez soin de vous. Vous le méritez.